Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va s'intéresser au cas de l'entreprise Amorino et on va voir avec Kevin comment l'entreprise a facilité la partie onboarding de ses collaborateurs en boutique. Je vais te laisser te présenter, Kevin. Bonjour. Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pour me présenter, je suis Kevin Lebré, je travaille chez Amorino depuis maintenant 9 ans. Amorino, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, je suis sûr qu'il y en a très peu, c'est une franchise de glace maintenant internationale. On a ouvert en 2002, pour la petite histoire, c'est deux amis d'enfance d'origine italienne, Cristiano Sereni et Paolo Benassi, qui vivaient à Paris et se languissaient de ne pouvoir déguster une bonne glace à Paris, alors que pour eux, bien évidemment, c'était leur quotidien en Italie. Donc, ils ont fondé Amorino, la première boutique en 2002 à Paris. Et aujourd'hui, 23 ans plus tard, on est 280 boutiques dans le monde, présents sur une vingtaine de pays, et dont 113 en France. Et pour compléter peut-être la présentation du concept, donc Amorino, c'est de la glace, plus précisément ce qu'on appelle du gelato. C'est de la glace artisanale et c'est de la glace d'excellence puisqu'on est sans conservateur, voilà, que des produits vraiment de très haute qualité, pas mal de bio, du vegan et vraiment de la glace très très haut de gamme. Et on a la particularité de façonner nos cornets sous forme de fleurs, puisque nous ne faisons pas les cornets avec des boules comme la plupart des glaciers. Nous façonnons nos glaces en forme de fleurs à l'aide de spatules, ce qui fait qu'on peut mettre autant de pétales que l'on veut sur cette fleur glacée. Et ce qui fait que finalement, quelle que soit la taille que vous prenez, soit un petit, un moyen ou un grand, finalement, vous pouvez avoir autant de parfums que vous le souhaitez, quelle que soit la taille. Donc voilà pour nos deux principales particularités chez Amorino. Génial. Et puis, on reçoit Caroline de chez Bidiz. Salut Caroline. Salut Christophe, salut Kevin, bonjour à tous. Donc, je me présente assez rapidement. Donc, moi, c'est Caroline, je suis Head of Customer Success chez Bidiz depuis 1 an maintenant. Et donc, je me joins à Kevin et à Christophe aujourd'hui pour vous raconter la belle histoire d'Amorino et le partenariat que nous avons ensemble pour accompagner les équipes terrain dans leur montée en compétences, leur onboarding et l'apprentissage des richesses d'Amorino. Top. Qui a déjà goûté une glace à Morino là dites-moi dans le chat. Là. En plus, il fait beau aujourd'hui, ça donne presque envie de sortir manger une glace pour une fois qu'il fait beau. C'est clair. On vous attend. On est là, on est ouvert. Oui. Il y a une belle boutique à Bastille. N'hésitez pas. Ouais, très récente, très belle boutique à Bastille avec une salle à l'étage en plus. Ouais. On aurait dû faire un code promo. Webinar. Tu vois, si j'avais su ça, j'aurais fait un truc. La prochaine fois, on fait le webinar dans une boutique Amorino et on mange des glaces devant on pourrait, hein. Bah, t'es où, toi? T'es sur Paris? Ouais. Nous, alors, on a le siège à Orly, mais je suis régulièrement sur Paris, évidemment. Ouais. Ah, Non, on est juste à côté aussi, on a Bastille. Bon, cool. Je vois que tout le monde connaît dans le chat. Là, Je réponds rapidement à Michel en lui indiquant qu'il y a une boutique au pied de la cathédrale de Strasbourg, mais vraiment au pied de la cathédrale. L'emplacement est exceptionnel. C'est une de nos plus performantes boutiques en France. Et très prochainement, scoop, il y aura une deuxième boutique à Strasbourg, Grand Rue, qui ouvrira d'ici 1 mois à peu près. Bon. Eh ben, écoute, on fera le webinaire là-bas. Ouais. Petite question, vu qu'on est sur le sujet de l'onboarding pour démarrer, une petite question à nos participants qui vient de disparaître. Petit sondage, je vous le remets tout de suite. Votre process de onboarding est-il au point? Oui, nous n'en avons pas ou on peut l'améliorer. Petite question de démarrage pour voir où vous en êtes.
puis pendant ce temps-là, peut-être Kevin nous expliquer un peu la genèse du projet avant même de parler de la solution. Quel était le problème en fait au niveau des process d'intégration, d'onboarding, d'accueil des collaborateurs et collaboratrices chez onboarding, chez Amorino? Alors, chez Amorino, le constat était à peu près le même que dans beaucoup de groupes de restauration rapide de notre taille. C'est-à-dire qu'on avait un manuel du savoir-faire, bien entendu, mais un manuel du savoir-faire vers lequel il fallait toujours pousser les collaborateurs, voire les contraindre pour aller dedans. Donc, c'est pas super sympa en termes de management, en termes RH, pas super efficace, très fatigant pour les managers et les franchisés. Donc, voilà, un manuel du savoir-faire qu'il fallait toujours pousser les collaborateurs vers lui, et des difficultés finalement à onboarder correctement, ou en tout cas de manière optimale, parce qu'on est dans une activité où il y a un turnover quand même conséquent. En dehors du turnover, nous, on a une très forte saisonnalité, forcément, en vendant de la glace, donc avec des grosses périodes de montée des effectifs et de redescente des effectifs post-saison. Donc finalement, tous les ans, même sans turnover, c'est un enjeu que d'intégrer beaucoup de personnel. Si on ajoute à ça le turnover, finalement, c'est vraiment quelque chose de quotidien pour nos managers et pour nos franchisés. Tu as beaucoup de saisonniers, toi, de toute façon, Ouais. boutique, hein. Parce que carrément. Nous, entre le plus petit mois et le plus gros mois de chiffre d'affaires dans l'année, sur des points de vente côtiers de bord de mer, on peut avoir un ratio qui va de 1 à 20. Donc, les équipes peuvent suivre quasiment la même trajectoire. Donc là, j'ai pris un cas extrême, mais en tout cas, toutes les boutiques, et même les boutiques dans des grandes villes, ont leurs effectifs qui croissent double au moins l'été, quoi. Ouais, sachant que dans le retail, en général, le turnover, de toute façon, enfin, dans des modèles de boutique, je crois que la moyenne, on est déjà au-delà de 40 points de turnover en ce moment. Ouais. C'est assez énorme. Si à ça, tu rajoutes les saisonniers, en gros, tu renouvelles ton effectif quasiment en permanence. C'est ça. Donc un des défis, c'était celui-là, c'était vraiment d'aider nos franchisés, d'aider nos managers, puisque c'était vraiment une de leurs difficultés récurrentes. Donc le but, c'était de les aider. Des franchisés qui opèrent mieux et qui onboardent plus facilement leur staff, c'est des franchisés qui sont plus heureux, qui peuvent développer du business et travailler sur autre chose. Donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis les franchisés attendent cela de la part de leurs franchiseurs. S'ils sont en franchise, c'est parce qu'ils attendent un support, une assistance, et on ne peut pas ne pas les assister sur ce qui est un des plus gros pain points pour eux. Donc, alors, après, il faut toujours faire attention à la limite, parce qu'on est en franchise, on n'est pas en succursale. Donc, il faut faire attention à ne pas faire d'ingérence. Par contre, dans la diffusion du savoir-faire du franchiseur aux franchisés, là, on est tout à fait dans le cadre. Et si on peut aider nos franchisés à mieux onboarder, c'est toujours mieux. Donc, le pourquoi, c'était ça. Le premier élément du pourquoi, c'était aider vraiment nos franchisés. Le deuxième élément, c'est mieux diffuser le savoir-faire à Amorino. On est une franchise, on a un savoir-faire qui est reconnu, on a besoin d'avoir une uniformité dans le réseau et dans l'expérience client. Et plus on va maîtriser la diffusion au sein du réseau, plus notre marque sera forte. Donc là, c'est plus un enjeu franchiseur finalement, mais c'est un enjeu très fort également. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison également, c'était faciliter le travail des formateurs en interne. On a une équipe de 4 formateurs au siège qui du coup mettent à jour le contenu, enfin qui ont de nombreuses missions, mais dont une qui est de mettre à jour le contenu et de le diffuser à l'ensemble du réseau. Et comme je disais tout à l'heure, maintenant on est dans 20 pays, donc plusieurs langues et 280 points de vente. Donc pour les formateurs, on avait besoin d'avoir un outil qui soit assez friendly, assez facile à utiliser, assez efficace, parce que ça devenait quand même une partie très, très conséquente du boulot. Il y a combien de salariés au global, demande Maxime? On peut compter à peu près en moyenne. Alors, comme il y a une grosse saisonnalité, ce n'est pas évident, mais on va dire que dans les boutiques, on peut compter une moyenne de presque une dizaine de personnes.
Donc, on est quasiment sur 2800 si on fait une projection pour 100 boutiques. Donc, on est à peu près à 5-6 000 dans les boutiques. Alors, je parle que des boutiques sans le siège. Une question de Kevin et que je me pose aussi, parce que tu l'as dit en tout début de webinaire, la particularité d'Amorino, c'est ces fameux pétales de fleurs pour faire les glaces. Et je me dis, ça doit pas s'apprendre en 3 secondes, quoi. J'imagine que c'est aussi un défi quand quelqu'un arrive de le former à faire une glace esthétiquement correcte, parce que la marque repose sur la qualité du produit, mais aussi sur l'esthétique du produit. Combien de temps ça prend de former quelqu'un à délivrer une glace à la norme Amorino? Si c'est juste pour apprendre, entre guillemets, à faire une fleur, c'est assez variable suivant la dextérité des personnes. Certaines vont y arriver en à peine 1 heure ou 2, ils savent faire une fleur. C'est assez incroyable. On voit des gens qui sont très doués avec leurs mains et ils comprennent tout de suite le coup. Je n'en faisais absolument pas partie. Moi, il m'a fallu plutôt 3 jours pour réussir à en faire une correcte. J'étais plutôt dans le fond du panier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les plus lents vont peut-être mettre 2-3 jours. Souvent, il y a un déclic entre le premier et le deuxième jour. On n'y arrive pas toute la journée. Le deuxième, tac, il y a un déclic. Et le troisième, il y en a encore un. Bon. Donc, on va dire que c'est assez variable, mais en 2-3 jours, on sait faire une fleur glacée. Après, il n'y a pas que ça dans la formation donc chez nous, l'employé polyvalent est appelé gelato artiste. Et donc, nos gelato artistes ont de nombreuses missions. Et donc, il n'y a pas que faire la fleur, même si c'est une de leurs missions principales. Et donc, nous, on va dire qu'on a un parcours d'onboarding qui dure à peu près 2 semaines, mais qui est progressif. C'est-à-dire que déjà, au bout, effectivement, de quelques heures, voire quelques jours, on peut déjà être en train de contribuer au service et participer à l'activité, parce qu'il y a une notion de rentabilité, surtout avec le turnover. L'investissement en formation doit quand même être productif. Donc, en fait, on a essayé de trouver un dosage entre leur donner une formation complète, parce qu'on ne veut pas les former au rabais en disant tiens, voilà ta spatule et va faire des glaces. Non, ça c'est tout ce qu'on veut éviter. Mais on comprend aussi nos franchisés qui ne peuvent pas s'amuser à mettre quelqu'un sous cloche pendant 2 semaines à le payer sans qu'il soit productif. Surtout qu'on ne sait pas combien de temps il va rester derrière. Donc, il s'agit de faire attention à ça. Donc, on va dire que pour essayer de répondre à la question, en 2 semaines, on a terminé la partie vraiment niveau 1 du gelato artiste. On a fait 2 niveaux. Et on pourra en reparler aussi peut-être avec Caroline, mais on a mis dernièrement en place des certificats en place justement pour certifier les parcours de formation de nos employés en boutique. Donc ça va durer, on va dire, 2 semaines, mais c'est progressif et dès le démarrage, on commence très rapidement à pouvoir produire. C'est important ce que tu dis sur la qualité et aussi la vitesse que se doit d'avoir un onboarding aujourd'hui dans ton secteur, parce que c'est vrai que tu peux avoir quelqu'un qui déjà au bout de 10 jours se dit j'en ai marre, je me casse, quoi. Ouais. C'est un peu ça la réalité, c'est ça. Le thème actuel, c'est un peu ça aujourd'hui. Ouais. Bon, après là, il y a une histoire aussi de casting, c'est-à-dire que dans le recrutement, quand même, quand on applique les bonnes recettes, on limite ce phénomène-là. Ouais. Mais tu as raison, on ne peut pas le nier, et même avec le meilleur des castings, ça arrive néanmoins. Et oui, on doit faire attention à ça. Et puis même sans erreur de casting, néanmoins, quand tu prends quelqu'un pour 3 mois l'été, si tu mets 3 jours ou avant qu'il soit opérationnel à commencer à produire, ça joue quand même sur 3 mois, 3 jours en termes de productivité et de masse salariale, parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Nos franchisés sont là pour gagner de l'argent et on veut les aider à en gagner beaucoup. Forcément, c'est à prendre en compte. Donc, ça a été un point, pour être très transparent, ça a été un peu un point d'achoppement avec le réseau. Dans un premier temps, quand on a vraiment commencé à mettre en place ces structures de formation, ça n'a pas toujours été facile de faire passer l'idée qu'il faille investir du temps, parfois donc de manière improductive, pour justement former les équipes correctement. Et tout l'enjeu là-dedans, c'est de réussir à leur faire comprendre que c'est un investissement et qu'on va s'y retrouver derrière. Il y a un premier point que j'aimerais mettre en avant peut-être, c'est avant, on avait des franchisés, et on a encore quelques-uns qui parfois de temps en temps nous le disent. Certains franchisés nous disent, mais je ne vais pas mettre quelqu'un qui n'a même pas commencé à bosser chez moi pendant 3 heures sur un outil de e-learning. C'est hors de question.
Mais en fait, ce que nous expliquons à travers les animateurs réseau et l'équipe formation à ces franchisés-là, c'est tu n'es pas prêt à payer une personne pendant 3 heures, même 1 heure sur son application. Par contre, tu es prêt à mobiliser un manager avec un taux horaire qui lui est bien supérieur pendant plusieurs heures pour être à côté de cette personne et à lui expliquer. Donc, non seulement tu vas avoir payé ta personne improductive, mais en plus, tu vas rendre improductif ton manager. Donc, tu n'es pas prêt à le faire pour 1, mais au final, tu le fais pour 2, et même pour 2,5, parce que ton manager, bon, peut-être pas 2,5, mais ton manager va coûter plus en termes de taux horaire. Et si ton manager est absent, tu es dans la merde. Et si ton manager est absent, effectivement, tu es en difficulté. Et alors, pour aller dans cette voie-là, Christophe, il y a aussi quelque chose qui est toujours sous-estimé, c'est la pénibilité et la fatigue pour un manager de répéter tout le temps la même chose. Le manager a de multiples tâches, il a une activité qui est chronophage et énergivore. Et en fait, quand on lui met 3 nouveaux en 3 semaines, il s'épuise. Et le discours n'est plus bon à la fin. Du coup, on bâcle le onboarding du collaborateur. On n'est pas fiable parce que ça dépend du manager qui n'est pas partout tout le temps au top. Contrairement à l'application qui, elle, n'oubliera pas de contenu. Et elle a toujours le sourire, l'application. La vérité, elle est là. Elle n'est pas absente. Elle n'a pas de congé. Voilà. Donc, on va pas se mentir, c'est encore toujours compliqué pour certains franchisés d'intégrer ce paramètre-là. Mais j'ai le sentiment, et c'est le sentiment aussi de mon équipe terrain, il y a 4 animateurs réseau, ne serait-ce que rien que pour la France. On voit quand même que finalement, tous les nouveaux franchisés prennent le pli déjà. Et même les anciens commencent de plus en plus à le prendre. Donc, on est en chemin. Alors, pour remettre l'histoire dans le bon sens, tout à l'heure, je crois que c'était Audrey qui disait « Est-ce que vous fournissez un livret d'accueil ?» Donc oui, avant, il y avait une sorte de livret d'accueil qui a été remplacé, on l'a compris, par un outil digital. Cet outil digital, on suppose que c'est Bidiz, puisque Caroline est avec nous ce matin. Ça a été quoi la démarche de choix, justement? Parce que est-ce que c'est toi, grand gourou de la franchise, qui a dit à tout le monde, on vous impose cet outil, c'est comme ça que ça va se passer parce qu'on a besoin que vous ayez une parfaite connaissance de la culture du groupe, de la façon dont on fonctionne, etc. Ou est-ce que ça a été un choix plutôt participatif, unanime? Comment tu as fait pour faire le choix de l'outil et le déployer auprès de l'ensemble des franchisés? Alors, il y a peut-être deux éléments pour répondre à ta question. La première, c'est est-ce que ça a été collaboratif entre franchisés et franchiseurs? Pour être honnête, sur ce dossier-là, pas tant que ça. C'était plus une volonté vraiment de tête de réseau qui était de se dire, on est en 2020, on est en 2022 même, il fallait moderniser. Donc, il y avait une volonté de notre part d'aller chercher à éliminer des coûts cachés chez nos franchisés dont ils ne se rendaient pas compte, faciliter les choses, nous permettre une croissance et un développement accru dans les années futures. Donc, c'est vrai que ça, c'était, pour être honnête, plutôt côté franchiseur. Par contre, quand on l'a mis en place, là, on a vraiment fonctionné en équipe et on s'est mis en recherche du bon prestataire. C'est très dur de faire le choix du prestataire sur du e-learning. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très difficile parce qu'il y a pléthore d'interlocuteurs, pléthore de solutions. Donc, on arrive vite à se faire une shortlist d'une dizaine de quels sont les majeurs. Ça, OK. Qu'on a réduit ensuite à 5-6 parce que il nous manquait certaines fonctionnalités chez certains qu'on estimait être vraiment le cahier des charges pour nous. Mais une fois qu'on est arrivé à ces 5-6, sincèrement, vraiment compliqué de savoir comment réduire cette liste et comment faire le bon choix. On y a passé pas mal de temps en interne avec l'équipe formation. Les formateurs ont vraiment beaucoup bossé dessus. Je me rappelle tout un été à réfléchir là-dessus, à tester. Et à la fin, pour être honnête, il nous en restait 3. Et on avait chacun des avis différents, chacun un feeling différent avec l'outil. Et on avait des avantages et des inconvénients pour chacun des outils. Donc, sincèrement, on était un petit peu embêtés.
On avait l'impression qu'il n'y avait pas de mauvais choix finalement entre ces trois-là, donc c'était plutôt pas un trop gros problème, mais néanmoins, on avait envie de faire le meilleur choix possible et, pour notre réseau, et on était un peu embêtés. Et là, je ne sais pas comment on n'y a pas pensé avant, mais je me rappelle, c'était en plein été, à l'issue d'un énième brainstorming avec l'équipe formation. L'idée est sortie de l'équipe qui était de dire, mais pourquoi on n'interroge pas les utilisateurs finaux ? Je ne sais même pas comment on n'y a pas pensé avant. Et effectivement, on a décidé de mettre l'application, de mettre les 3 applications qui étaient sur la dernière ligne droite, qui étaient en finale finalement. On a configuré quelques capsules sur les 3 applications. On les a amenées à nos gelato artistes en boutique à Paris, parce que c'était le plus simple pour nous. Et on leur a mis l'écran, on leur a dit, voilà, tu as une demi-heure, et puis on te regarde, et puis on prend ton feeling. Et on avait fait des questionnaires de satisfaction et de l'expression libre, vraiment du verbatim, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et en fait, quand on a fait ça, le résultat, il était sans appel. On avait une des 3 applications qui passait, mais largement au-dessus des 2 autres, et c'était Biddies. Donc j'imagine que vous allez vouloir savoir pourquoi. Et le pourquoi, c'est avant tout, c'est le côté moderne de l'application. C'était quoi les 2 autres ? Alors, les 2 autres, il y avait 360 Learning. Et il y avait... j'ai oublié le dernier. Il y avait un gros leader là, et un deuxième. J'ai oublié le nom, je te le retrouverai. Si à un moment je parle un peu moins, je peux aller chercher aussi dans mes dossiers. Mais elles étaient 3. Voilà. Okay. Et vraiment, c'était à plat de couture. Le résultat était sans appel. Donc, c'était l'ergonomie, vraiment le côté user-friendly. Le côté user-friendly pour l'application. Nous, en fait, nos collaborateurs en boutique, on va dire que c'est 25-35 ans, la moyenne d'âge. Donc, on avait besoin de quelque chose qui soit vraiment sympa, qui plaise aux gens. Encore une fois, rappelons-nous le constat de départ. Le constat de départ, c'est qu'on doit pousser les gens à aller vers le manuel du savoir-faire. Nous, là où on a voulu vraiment renverser le game, c'est qu'ils aient envie d'y aller par eux-mêmes et qu'ils aient envie d'y retourner. Donc, on ne va pas se mentir, je ne dis pas qu'on y arrive dans 100% des cas, il y a toujours certaines personnes qu'il faut pousser derrière. Mais aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie de la communauté, et on peut parler de communauté parce qu'on en parlera peut-être un peu à la fin si on a le temps, mais on a aussi développé le social learning. Et en fait, on a quand même une partie des gens qui adhèrent à ça et qui y retournent plus spontanément. Parce que c'est gamifié, parce que quand j'ai fini une capsule où j'ai des points, j'ai un petit pop-up qui me félicite, j'ai des points, je vois où j'en suis dans le classement. Voilà, c'est vraiment cet aspect ergonomie, user-friendly, gamification et social learning, et un truc sympa, un truc fun. On sait qu'aujourd'hui, la génération dont je parle, ils ont le téléphone greffé à la main, ils sont en permanence sur les écrans, sur les réseaux sociaux. En fait, il nous faut un contenu qui ressemble à ça, finalement. Tu n'as pas de problème d'inclusion numérique ? Tu peux développer ? Est-ce qu'il y a des collaborateurs, collaboratrices qui ont justement, qui sont justement pas dans ce mood, qui sont plus en retard ou qui n'ont pas, ou qui n'accèdent pas facilement au numérique ? Tu as potentiellement même des gens qui ne savent pas lire, j'imagine. Comment ça se passe ? Alors, pour être honnête, je pense que c'est très, 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 très faible chez nous. Ça arriverait plus dans d'autres franchises dans lesquelles j'ai pu travailler avant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, surtout en restauration. Ouais. C'est vrai que... mais nous, on n'y est pas trop confrontés. Même quasiment pas, je pense. On est plutôt sur des jeunes, de l'étudiant. Et on est une marque qui a une image de marque très forte. Donc, on est très tendance, on est très Instagrammable, on a ce côté premium. Donc, finalement, pour notre clientèle interne, donc le staff, je pense qu'on attire aussi un certain type de population. Et du coup, on a la chance de ne pas être confronté à ces problématiques d'inclusion numérique. On a cette chance-là. J'ai entendu une fois ou deux parler de collaborateurs qui n'avaient pas de smartphone, mais sincèrement, parce qu'ils ne voulaient pas. Mais honnêtement, on était, je vais essayer de le dire calmement, mais on était sur 3 ovnis, quoi. Enfin, sincèrement, aujourd'hui,
c'est super rare. Et on a réagi. On a des tablettes dans les boutiques pour la vente en livraison, pour la caisse, pour d'autres choses. Bah, on leur a filé une tablette et ils ont bossé sur la tablette. Donc, et ils le font quand ils réservent un billet de train. Ils le font dans leur vie ailleurs. Donc, ils savent le faire. Alors, je me permets de compléter ce que tu disais concernant l'inclusion. L'application également sur la partie web, on a un niveau d'accessibilité qui est très élevé. C'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes de vue, des problèmes d'audition, etc., peuvent conduire les capsules en audio sans aucun souci. On a aussi la retranscription ou le sous-titrage pour des langues, des langues étrangères. On a plus de 200 langues sur l'application. Il n'y a aucun problème pour des personnes qui ne parlent pas français ni anglais. Donc ça, au niveau de l'accessibilité, on rencontre aucun problème quasiment, vraiment. Ok. Et dans la prise en main, ça se passe comment? C'est quoi? J'ai mon téléphone, je charge une application à Morino et automatiquement j'ai accès. Comment ça se passe d'ailleurs? Une question technique, je me pose la question. Je suis franchisé, je viens d'embaucher 2 nouvelles personnes. Est-ce que je dois passer par le réseau pour ouvrir des accès? Est-ce que j'ai la main, moi, directement en boutique? Comment ça marche? J'ai la main en tant que franchisé, justement pour ajouter et supprimer mes utilisateurs. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on leur demande de faire régulièrement pour avoir, nous, une base qui soit qualitative et robuste sur laquelle on puisse se fier dans les stats. Parce que la partie monitoring, stats et KPI, c'est quand même un sujet. Donc pour avoir une base qui soit robuste et fiable, il faut qu'ils le fassent. Ils le font eux-mêmes. Et effectivement, Bidis nous a conseillé de créer une application. Ils nous ont aidés pour ça. Ils nous ont accompagnés pour ça. Et donc effectivement, tu télécharges une application qui s'appelle Amorino Academy. On te donne ton login, enfin ton franchisé te donne ton login si tu es gelato artiste. Tu télécharges ça sur ton smartphone et tu peux te lancer. Et ensuite, nous, on a fait des parcours avec un certain ordre. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu n'as pas accès à tout. Tu as d'abord accès au minimum à l'histoire de la marque, les fondamentaux, l'hygiène, le service client. Ça, alors, juste un minimum, les notions de base. Et ensuite, tu commences à apprendre les premières choses, donc comment faire des glaces. Seulement ensuite, tu verras comment faire des crêpes, des gaufres, des milkshakes, des produits un petit peu complémentaires. Et seulement ensuite, tu peux accéder à du contenu plus élaboré pour développer tes ventes. Voilà, c'est vraiment un parcours progressif, d'où l'idée de niveau et de certification qu'on a mis en place en ce début d'année là, pour la 3e année de collaboration avec Bidis. Il y a une question, est-ce qu'il y a des variantes selon les types de métiers? J'imagine que oui, tu peux avoir des parcours un peu différents. Alors, non, nous, en fait, on a vraiment créé un parcours gelato artiste niveau 1, niveau 2, et ensuite, on vient plutôt en empiler. D'ailleurs, c'est ce qui se fait souvent en restauration rapide, c'est-à-dire, outre sa fonction de gelato artiste, le chef d'équipe aura également comme fonction tac, 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 tac. Et Ok. ensuite, pareil, outre ses fonctions de gelato artiste et de chef d'équipe, le manager aura également comme fonction tac, 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 tac. Et du coup, c'est là où on rajoute finalement les briques de compétences les unes aux autres pour vraiment faire un parcours. Parce qu'il y a aussi un enjeu, c'est que j'ai oublié de citer tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Il y a un enjeu, c'est le onboarding, mais il y a un autre enjeu, c'est la formation continue. Et en fait, on avait aussi un autre problème, c'est que certains collaborateurs qui étaient là depuis plusieurs années, qui pensaient maîtriser le manuel du savoir-faire et le savoir-faire à Morino, n'allaient plus consulter les mises à jour quand il y avait des nouveaux produits ou des évolutions de process. Parce qu'ils estiment qu'ils savent. Voilà, tout simplement, c'est eux qui forment les nouveaux, donc ils savent. Et en fait, non, c'est pas OK. C'est pas OK parce que nos process évoluent et ils peuvent également oublier. Donc, on a besoin que les gens aillent régulièrement, finalement, se mettre à jour. Ah, Caroline, il y a des questions du type RGPD, comment ça se passe? Alors, le collaborateur se connecte à une adresse à Morino, de la RGPD, s'ils utilisent ces données. Alors, je me permets de répondre? Ouais. Donc, ouais. Alors, le collaborateur se connecte avec une adresse à Morino, oui, idéalement, mais il a aussi également la possibilité de se connecter avec
un SSO. Donc, s'il a un matricule ou alors tout simplement nom, prénom, date de naissance, etc., il y a plusieurs formules pour se connecter. Il est possible de pouvoir se connecter sans adresse à Morino, notamment quand il y a en saison haute. Je me permets, Kevin, hein, quand on rentre en saison haute et quand on est en restauration, on a souvent des personnes qui n'ont pas d'adresse de la franchise ou de la firme, donc qui sont intérimaires, qui restent 1 semaine, 2 semaines, etc., qui n'ont pas tout de suite d'adresse email. Donc, on est capable de entrer par un système automatique ou non, un système RH ou pas, ces collaborateurs qui n'ont pas d'adresse email. Donc, pour répondre à ces questions-là, et quid de la RGPD s'ils utilisent ces données? Donc, nous, on n'utilise aucune donnée. Ensuite, côté Amorino, je ne sais pas exactement comment les données collaborateurs sont utilisées dans vos systèmes. Mais nous, de notre côté, on n'utilise aucune donnée. Les seules données qui remontent du côté collaborateur, ça va être des informations de performance, etc. Nous, on ne véhicule aucune donnée des collaborateurs. Tout reste entièrement privé. Il y avait une question avant. Est-ce que ça impose aux collaborateurs d'avoir des accès pro sur son téléphone perso? Ouais, j'allais y répondre justement sur le chat. Alors, pas nécessairement, et je laisserai Kevin après me donner son organisation, mais pas nécessairement. Vous avez la possibilité de vous connecter sur la partie web qui propose exactement le même type de service que sur l'application. Donc non, pas nécessairement. Et vous pouvez aussi mettre à disposition, si vous le souhaitez, des tablettes, encore une fois, pour une connexion uniquement pendant les heures de travail, si vous souhaitez, pour vos collaborateurs. Après, je trouve ça assez curieux, ce type de question en 2025, parce que je vois pas en quoi ça peut être une problématique d'avoir accès à une application de formation, même sur son téléphone perso. Alors, j'ai du mal à voir en quoi ça pourrait être... Alors effectivement, nous justement, on ne bride pas du tout les ambitions de formation, par ailleurs les heures de travail. Néanmoins, il y a certaines informations qui peuvent être privées au sein du groupe, qui ne doivent pas sortir ni d'un écosystème professionnel, ni même des heures de travail pour des questions d'équilibre vie privée, vie pro. Donc il y a oui, des personnes qui se posent ces questions. Néanmoins, on ne rencontre pas nécessairement de difficultés à ce niveau-là, d'autant plus que l'utilisation BDIS, comme Kevin le disait tout à l'heure, est une utilisation qui ressemble tout à fait à l'utilisation que nous, en tant que consommateurs, pouvons avoir sur nos téléphones, sur nos applis, sur nos réseaux. Et donc, du coup, on n'a pas cette obligation d'acculturer l'utilisation BDIS aux collaborateurs parce qu'ils l'utilisent déjà de façon privée. Donc, en règle générale, ça ne pose absolument pas de problème. Néanmoins, s'il y a des sujets d'informations privées qui ne doivent pas sortir d'un écosystème professionnel, il est tout à fait possible de le mettre en place. Ok. Kevin, tu veux compléter sur cette partie ou... Ouais, je peux juste abonder à ce que disait Caroline. Nous, effectivement, on n'a pas d'adresse mail pro pour les gelato artistes et ça pose aucun problème, hein. Ils se connectent avec l'autre manière de se connecter et ça fonctionne bien. C'était une de nos premières questions aussi, mais ça se gère bien. Et ensuite, je te rejoins, Christophe. C'est vrai que c'est une question qui sort souvent, le fait de dire « Ah, mais il faut se connecter sur son téléphone perso », mais dans la réalité, ça pose pas tant de problèmes que ça. Même très peu, hein. Les gens ils sont habitués, c'est une application et puis pour le réfractaire entre guillemets, bah, la solution la solution c'est la tablette, voilà, hop, ça c'est réglé, tu as une tablette, elle est mise à dispo, bah, c'est l'outil de formation next, il n'y a plus de sujet, c'est évacué. Et puis moi j'ai quand même tendance à dire que quand ça commence à poser problème déjà dès le démarrage. On a eu quelques contre-exemples, hein, mais souvent, c'est pas bon signe, quoi. C'est déjà compliqué. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'un minimum de confiance et de volontarisme dans la relation employeur-employé, nous, on a même des franchisés qui donnent l'accès quelques jours avant l'arrivée de l'employé dans l'entreprise.
Et quand il le voit une semaine avant pour lui faire signer son contrat, lui remettre sa tenue, pour lui dire, voilà, tu démarres dans une semaine, ils lui remettent les codes de l'application et l'accès. Donc, ils ne lui demandent pas de travailler avant son début de temps de travail, mais ils lui remettent les codes. On s'aperçoit qu'on a la plupart des collaborateurs qui vont aller télécharger d'eux-mêmes leur application, qui vont aller la télécharger et qui vont faire au moins les premières capsules. Et je pense que c'est un indicateur très appréciable quand on est employeur, de voir aussi est-ce que la personne elle aura eu envie d'eux. Je ne dis pas qu'elle doit se former pendant 10 heures gratuitement avant d'avoir démarré son poste. Mais je ne sais pas, moi, quand je démarre un job, et j'ai aussi été sur des jobs étudiants pour 2 mois l'été, oui, je me renseignais sur la boîte et j'aurais été bien content même. J'aurais même été bien content avant de faire mon premier jour sur le terrain, de savoir à peu près à quoi m'attendre. Ah d'accord, il y a combien de tailles de glace, c'est quoi les produits, c'est quoi les parfums, c'est quoi l'ADN de la marque, qu'est-ce qu'on va attendre de moi. Oui, voilà. Et souvent, les franchisés, même maintenant, qui au début étaient réticents là-dessus, nous disent en fait, c'est génial parce que maintenant, je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Et par expérience, celui qui arrive le jour même, sans avoir ne serait-ce que téléchargé son application et passé 1 minute dessus, souvent, on a eu quelques contre-exemples, mais souvent, ce n'est pas les plus motivés et ça ne va pas très loin. Donc, sans avoir passé 20 heures dessus, il y a j'ai téléchargé, je suis allé voir un petit peu. Ok, très bien, on avance. Et après, on a aussi, pour être vraiment totalement clean là-dessus, on a quelques franchisés qui payent un forfait. Qui payent un forfait en disant, certains n'ont pas la configuration de boutique pour mettre la personne sur une table et une chaise, à dire bosse sur ton appli. D'autres ne veulent pas. C'est intellectuel. Voilà, ils ne veulent pas, par principe, mettre quelqu'un assis sur une chaise pour un job comme celui-là. Donc, ils préfèrent qu'il le fasse chez lui. Voilà, mais quand on est dans la boutique, on est debout et on bosse. Ok, ça s'entend, ça peut s'entendre. Du coup, ils vont payer un forfait qui va être de 2 heures, de 3 heures, certains, pour être couverts sur ce point-là. Ils disent, dans la première semaine, moi, je te demande d'avoir effectué ton parcours. Et pour cela, tu remarqueras que je t'ai rajouté 3 heures de plus dans ton compteur. Voilà, si on veut être 100% clean, c'est possible aussi. Ok, ouais, donc c'est vraiment à la main de chaque boutique, en fait. C'est des franchisés, c'est des franchisés. Oui. Indépendants. Tout à l'heure, il y avait une question, il y a bien longtemps, de quelqu'un qui demandait si on apprenait à faire les fameuses glaces via un parcours de e-learning. Est-ce qu'il y avait des vidéos qui expliquaient le pas à pas pour faire ces fameux pétales? Oui, bien sûr, mais non, ça, c'est pas ce qu'on va apprendre avec l'application. Nous, on considère que ce qui est rébarbatif, qui n'a aucune plus-value pour le manager, si ce n'est le fatiguer, et aucune plus-value pour le former, pour l'apprenant, c'est d'aller lui expliquer les poids. Nous, on a des grammages pour les différentes tailles de glace. On a un nombre de pétales standard pour justement les différentes tailles de glace. Toutes ces informations-là, basiques, il n'y a aucune plus-value pour le formateur de le transmettre à l'apprenant. Donc ça, on va le faire passer dans le e-learning pour justement soulager le formateur. Et puis, c'est plus agréable pour le former de pouvoir, l'apprenant, d'avoir les informations tranquillement de chez lui, quand il est au calme, et pouvoir bien les assimiler, voire pouvoir faire le parcours plusieurs fois, s'il le souhaite pour vraiment être au top. Et la partie vraiment technicité, c'est là où il y a toute la plus-value du formateur. Voilà, l'angle de la spatule, c'est bête, mais ça doit s'apprendre sur le terrain. On peut l'apprendre de manière théorique, mais quand la glace colle au cornet et qu'on n'arrive pas à décoller la spatule, si le formateur n'est pas là pour voir, il y a 2-3 raisons possibles, mais il faut que le formateur soit là pour le voir. Il faut qu'il puisse l'accompagner, lui prendre la main et lui montrer. Donc, non, ça, oui, il y a une partie en théorique, mais le terrain restera toujours le terrain. Sur le déroulé du projet, je dirais la prise en main a été rapide, a été compliquée. En combien de temps le projet a-t-il été déployé? Ça prend du temps. Nous, on a validé on avait validé le prestataire à la fin de l'été et on a lancé l'application dans le réseau en janvier. Donc, ça a pris 4 mois. Okay. Quand je dis ça prend du temps en interne, ça prend de la ressource. Ça, il faut en avoir conscience.
C'est-à-dire qu'il faut une équipe en interne qui est prête à bosser dessus. La migration d'un manuel du savoir-faire vers une application de e-learning, c'est du boulot. Voilà. Maintenant, oui, ça reste tout à fait raisonnable. Hein. 4 mois, c'est tout à fait raisonnable. Mais pour être honnête, on a sorti une V1, effectivement, en janvier-février. Pour le début de la saison, on avait sorti une V1. On a refait une V2 en septembre-octobre après, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des améliorations à apporter. Bidis nous a aidés, d'ailleurs. L'équipe Bidis a été top là-dessus. Vraiment un gros big up à Lisa pour ça, qui nous avait fait un atelier l'été pour nous aider à uniformiser notre contenu, à mieux le charter, mieux le brander, pour qu'il soit plus uniforme, qu'on s'y retrouve plus dedans. Donc là, on va commencer à parler vraiment ergonomie, technicité, et moi, je vais avoir mes limites, mais l'équipe Bidis en parlera bien mieux que moi, et nous a aidé là-dessus, justement, pour qu'on puisse sortir une V2 plus quali, finalement, et plus facile à utiliser pour nos utilisateurs. Je me permets de compléter. En effet, selon la taille du projet, l'envergure, la cible, les populations que vous souhaitez viser, le lancement peut prendre plus ou moins de temps. 4 mois, ça peut être avec des ambitions de création de contenu plus ou moins hautes. Selon aussi également le niveau d'intégration dans un écosystème existant, s'il s'agit de franchise, s'il s'agit de succursales, etc. Donc, le délai de lancement peut énormément varier selon le gabarit du projet. Donc, on peut gagner du temps, je me permets de compléter, on peut gagner du temps si toutefois, par exemple, il y a déjà du contenu existant, même sur du PDF, des documents vieillissants. La solution est capable de les rajeunir, de leur donner du dynamisme très facilement grâce à l'IA ou simplement grâce à la solution, mais l'IA joue beaucoup pour redynamiser des formations très rapidement et pouvoir le déployer aux populations cibles. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il est vrai que dans ce cadre-là, avec le projet de Kevin, l'idée, c'était d'envoyer l'information quali et encore une fois, l'objectif, alléger le temps manager, augmenter la qualité de la formation et rendre les populations actives et les nouvelles populations actives rapidement. Mais le délai de lancement peut être plus ou moins long. On peut faire plus rapide si on le souhaite. Aujourd'hui, avec l'IA sur la solution, la création de capsules, et je me permets de répondre à une question qui a été posée plus haut, la création de capsules peut prendre 2 minutes avec l'IA. Si toutefois on part d'une capsule complètement vide et qui a besoin de hiérarchiser toutes les idées, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais donc, vraiment, ça dépend de quoi on part. Est-ce que tu as des indicateurs, Kevin, d'avant-après, des datas à nous donner en termes de performance, de satisfaction par rapport à la mise en place de Bidis? Alors, sur du avant-après, ça va être compliqué, puisqu'avant, on n'avait rien. Non, mais en termes de ressenti, de productivité, de quali, il y a forcément des éléments. Ouais, bon, on a le retour, effectivement, on a le retour de nos franchisés. Alors, c'est pas neutre, hein, mine de rien, quand les gens ont des habitudes de travailler avec un manuel du savoir-faire papier. Après, on les avait passés sur un manuel du savoir-faire numérique pour qu'au moins les mises à jour soient plus faciles. Mais c'est toujours, on sait que à chaque fois qu'on fait un changement comme celui-là, il y a un temps pour que vraiment tout le monde se saisisse de l'outil et du nouvel usage qui est toujours conséquent dans un réseau. Il y a toujours une inertie, hein, c'est comme dans tous les groupes. Et je voyais dans les commentaires quelqu'un qui disait qu'il ne fallait pas lésiner sur la communication en interne pour onboarder. Je rejoins, mais alors à fond ce commentaire-là. Mais maintenant, on voit que les gens sont de plus en plus satisfaits. Les nouveaux franchisés, bon, déjà, ils ne se posent aucune question, ils le mettent en place tout de suite et les retours sont très, très positifs. Et les anciens franchisés, ça met un petit peu plus de temps, mais les uns après les autres, ils basculent et ils sont en train de s'y faire. On a de plus en plus de retours positifs là-dessus. Il y a un changement de mindset qui est en train de se faire sur dire, OK, il vaut mieux que je paye 2-3 heures plutôt que de mettre mon manager en doublon. C'est une fausse économie que de ne pas vouloir les investir.
Donc ça, c'est vraiment en train d'avancer, on le sent. On a vraiment les retours. On a organisé notre convention annuelle il y a quelques semaines et plusieurs franchisés nous l'ont dit, nous l'ont remonté également. Surtout que notre application s'améliore. Maintenant, il y a les certificats aussi. On s'en sert également pour... maintenant, on leur conseille de s'en servir pour valider les évolutions hiérarchiques. Genre quelqu'un qui voudrait passer chef d'équipe, on lui dit, est-ce qu'il a déjà atteint ce niveau-là en termes de certificat? Pour toi, franchisé, c'est l'assurance de voir que ton salarié va être obligé d'être à un certain niveau de connaissances théoriques. Et donc, il deviendra par la suite un ambassadeur pour tous les gelato artistes qui rentrent pour dire « Hey, tu n'as pas fait ta capsule, moi je suis certifié à ce niveau-là ». Et là, on voit cette petite compète dans les équipes qui est super sympa à regarder parce qu'elle est saine et qui pousse finalement tout le monde à mieux maîtriser le savoir-faire. Donc, pour te donner maintenant, donc voilà ce que je pouvais te dire en termes de ressenti. Maintenant, quand je disais avant on n'avait rien, je ne le dis pas pour rien, je le dis parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis content, on est tous contents dans l'entreprise d'avoir de la data sur la formation, alors qu'avant, on n'avait rien. Donc, les chiffres qu'on a ne nous satisfont pas encore tout à fait. On a envie d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, nous, on a fait le choix de mesurer. Il y a plein de manières de mesurer. C'est assez compliqué, finalement, de définir des KPI là-dessus. On en a beaucoup parlé avec Biddies et on s'aperçoit finalement que il n'y a pas de méthode miracle et chaque réseau va monitorer ce qui lui semble important et cette gestion-là, elle est propre à chaque réseau. Donc, nous, on a un peu tâtonné. Aujourd'hui, on a plusieurs KPI qu'on monitore de manière mensuelle. Le premier, moi, celui qui me tient le plus à cœur en tant que responsable réseau, finalement, c'est l'adhésion des points de vente. Donc, est-ce que les points de vente, combien de points de vente sur les 280 adhèrent à cet outil de e-learning? Donc, là, on va se dire, OK, très bien, mais c'est quoi adhérer? Donc, nous, arbitrairement, on a fait le choix de dire que pour qu'un magasin soit considéré, qu'une boutique soit considérée comme adhérée à Amorino Academy, il faut qu'elle ait un manager d'inscrits et d'actifs et qui ait fait tout le parcours. Il faut qu'elle ait au minimum 3 gelato artistes qui ait fait les 2 premiers niveaux, les niveaux 1 et niveau 2, qui sont les niveaux de base de gelato artistes. On en veut au moins 3. Et en été, on monte ce chiffre à 5. Ça ne couvre pas tout le monde, mais si on mettait trop haut, on a des boutiques qui sont plus petites qui seraient exclues. Bon, on a essayé de trouver le bon compromis et on demande à ce que chaque utilisateur aille sur l'application au moins une fois par mois. Moi, je considère que si on a ça, on a une boutique qui adhère à Amorino Academy. Même si ce n'est peut-être pas le cas de toute l'équipe, en tout cas, je sais que mon savoir-faire de franchiseur, il est diffusé. Derrière, ça va rectifier à droite, à gauche, par de l'observation, ça va se faire. Top. Et donc, sur ce chiffre-là, aujourd'hui, on est à 50% du réseau qui est adhéré. Et l'enseignement de l'analyse qu'on a fait annuelle de 2024, il y a un petit mois, là, qui, moi, m'a mis un petit peu une petite claque, là, parce que moi, je suis responsable réseau France. Sur la partie formation, mon scope, du coup, est international, puisque la formation gère pour tout le réseau. Mais sinon, à la base, moi, en termes d'animation réseau, mon scope est purement en France. Et on est le pays historique, toujours leader, finalement, par rapport aux autres. Et là, on n'est pas sur Amorino Academy, et j'ai pris cette claque il y a un mois. Mais je trouve que ça s'explique assez facilement. Et c'est là toute la force du e-learning. C'est qu'en fait, nos pays internationaux, eux, sont à 73%. Et la France seulement à 50%. Mais ça s'explique. C'est-à-dire que quand vous êtes très loin du siège, avec beaucoup moins de fréquences de visite de vos opérationnels, d'animateurs réseau ou formateurs, l'outil e-learning, il a encore plus toute sa place et tout son intérêt. Donc, en fait, finalement, ces pays-là sont encore plus friands de l'outil et s'en servent encore plus fort. Voilà. Et puis, ils sont nouveaux, tu as moins de résistance au changement. Et ils ne sont pas forcément nouveaux, non. mais non, parce qu'on en a qui sont là depuis longtemps. Par contre, oui, si tu veux qu'on se dise la vérité, il y a des pays dans lesquels, quand ton employeur te dit « tu fais Amorino Academy », eh ben, juste tu fais Amorino Academy parce que tu veux garder ton job. On est au Mexique, on est au Moyen-Orient, on est dans certains pays où finalement, ça discute moins qu'en France, hein, on va être clair. Et certains, ça leur rafraîchirait peut-être un peu les idées. Mais voilà.
Donc, pour revenir sur ta partie chiffre KPI, moi, il y a ce KPI que j'aime bien, c'est voilà, on est à 50% sur la France, 73% après 3 ans. Là, on est dans la 3e année de Biddies, on démarre la 3e année. Donc, finalement, en 2 ans, voilà ce à quoi on est arrivé. Donc, je pense que ça peut donner peut-être un repère aux gens qui suivent ce webinaire de dire, bah voilà, dans une boîte comme Amorino, en franchise, qu'est-ce que ça peut donner? Bah voilà ce à quoi on est après 2 ans. Cet été, on a eu un pic. Le deuxième chiffre que j'avais préparé, c'est cet été, on est monté à un pic utilisateur actif. Donc actif, c'est qui se connecte au moins une fois par mois. On est monté à un pic de 2800 utilisateurs. Donc ça veut dire que, mine de rien, l'outil, quand nous on bosse à créer du contenu, ben, cet été-là, il y a 2800 personnes qui sont touchées par notre contenu. Je trouve que la puissance et le ROI finalement de ce qu'on développe commence à être un petit peu sympa, quoi. Voilà. Et les 2 autres chiffres que j'avais prévus, c'est en termes de publication. Donc là, je ne parle pas de capsules, hein. On a tout ce qui est parcours obligatoire, donc parcours d'ailleurs obligatoire ou non obligatoire suivant ton niveau, ça c'est une chose, pour moi c'est le savoir-faire, mais ensuite en termes de publication, cette année 2024, on a publié 39 publications de par nos équipes, donc ça peut être des tips, ça peut être du nouveau contenu, une nouvelle capsule, donc c'est 39, et dans ces 39, 14 ont été créés par les équipes terrain. C'était en fait un de nos enjeux qui était de développer ce social learning pour essayer de développer l'aspect communauté et de les engager plus à revenir plus sur l'appli. On l'a pas fait la première année parce qu'on a priorisé sur les conseils de Biddies, mais on l'a développé cette année. Et donc, on a 14 managers qui, eux, ont créé du contenu en disant bah, moi, sur tel geste technique, je le fais de cette manière-là parce que j'ai remarqué que ça marchait vachement mieux. Et la puissance de quand c'est un collaborateur qui le fait tous les jours, qui partage ce tips-là, et pas le siège, entre guillemets, dans sa tour d'ivoire, mais quelqu'un qui est en boutique, là, ça devient super puissant. Parce que, ah bah tiens, lui à Marseille, il a fait ça comme ça, bah attends, moi à Strasbourg, je vais lui expliquer comment on fait, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et en fait, c'est là où ils commencent à aller dans l'application, par eux-mêmes, pour voir ce qui s'y passe, publier du contenu, faire des battles. Donc faire des battles, c'est se défier. Aujourd'hui, moi, hier, j'ai un employé du Mexique qui m'a défié en battle. Voilà, sur la recette de la coupe gourmande chez Amorino. Voilà. Et il pense qu'il connaît mieux la recette de la coupe gourmande que moi et il m'a défié sur un quiz là-dessus. Bon, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il y a une émulation finalement dans l'outil et c'est ça qui fait que petit à petit, on monte dans l'engagement autour de cette application et je pense qu'on est en train de gagner cette bataille petit à petit. Donc, on aimerait être plus haut que ça. On a des ambitions qui sont plus élevées que celles-là encore. Mais quand je vois ce que peuvent l'engouement ou le non-engouement qui peut être généré parfois par de nombreux outils de formation dans d'autres boîtes que j'ai connues dans le passé, je trouve que nos stats, sachant qu'on les a quand même beaucoup conditionnés avec pas mal de critères, je trouve que nos stats, après 2 ans, elles sont vraiment pas mal. Et puis surtout, il y a une question de temps. On sait qu'il y a la courbe du changement, ça prend du temps. Et il faut du temps et je pense qu'on est en train d'y arriver. Voilà. Donc, on reste aujourd'hui très satisfait. Top. Eh ben, merci beaucoup. Merci Kevin. Merci Caroline. On a terminé ce webinaire depuis un petit moment. Vous pouvez le retrouver en replay sur MyRHline dès demain. Caroline, si vous avez des questions à lui poser, j'ai mis un lien vers son profil LinkedIn dans le chat. Je vous le remets rapidement. Bien fait. Ouais, je reste disponible pour répondre à vos questions. Comme ça, vous pouvez la contacter directement. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Caroline. Avec plaisir. Merci. Belle fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.